Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Louison au micro, une maman française installée dans le sud du New Jersey aux États-Unis. Dans cette première partie d'épisode, on revient ensemble sur la rencontre avec son mari américain, puis le désir d'extension de leur famille, le suivi de sa grossesse pendant la pandémie, mais surtout l'événement tragique qui arrivera à 3 jours du terme et à cause duquel elle donnera naissance à un petit ange. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Louison. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi de me donner du temps. Alors, comme d'accoutumé maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Pas de problème. Alors, je m'appelle Louison. J'habite aux États-Unis, dans le New Jersey, dans le sud du New Jersey, dans une petite ville qui s'appelle Vineland. Ma famille est composée de mon mari Patrick, Pat pour les intimes. Patoche, exactement, pour les Français. Alors j'ai 2 chats, Oli et Pinky, 2 chiens, Mocha et Yuki, et ma petite Liliana, qui est décédée in utero en février de cette année 2021. Oui, d'où le fait qu'on va démarrer un épisode assez extraordinaire et je te remercie vraiment de me faire suffisamment confiance pour parler de sa naissance. Alors, avant d'en venir à ta grossesse, on aimerait bien faire un petit backup couple, à savoir, par exemple, comment tu as rencontré ton mari. Alors, je l'ai rencontré au travail. En fait, je suis venue aux États-Unis en 2016, janvier 2016, et on s'est rencontrés. Je crois que je devais être dans la boîte depuis 3 mois, et on s'est rencontrés dans les couloirs de la boîte. Sympa. Du coup, comment t'attrapes quelqu'un dans le couloir? Alors, quand les couloirs sont très serrés, c'est facile. Parce qu'en fait, c'était assez, enfin pas tard, mais c'était à peu près 6 heures, je crois, du soir. Pas mal de gens étaient partis. Et en fait, j'avais bien sympathisé avec un autre collègue. Et lui, ce collègue-là, était en train de discuter avec Pat dans les couloirs. Et moi, j'allais clock out, comme on dit, j'allais badger pour sortir. Et donc, j'étais obligée de passer dans ce couloir-là. Et Pat fait à peu près 2 mètres. Il est assez costaud, conséquent. Il fallait passer un mur. Voilà, j'avais pas le choix que de passer juste à côté. Et donc, ce fameux collègue, je voyais qu'il était il pose beaucoup de questions et tout ça. Et parfois, il peut embêter un peu avec ses questions. Donc, j'ai taquiné un petit peu là-dessus. Je lui ai dit, arrête de lui poser trop de questions. Tu vas l'embêter. Il doit rentrer chez lui ou un truc comme ça. Et du coup, on a rigolé. Et puis finalement, je suis pas allée badger tout de suite. Je suis restée avec eux discuter. Et c'était la première fois, on va dire, que nos regards se sont croisés et où on a commencé à sentir un petit truc. Sympa. Et en plus, t'es payé pour ça, vu que t'as pas click out. Oui. Parfait. Pas trop longtemps, hein, mais... Donc j'imagine que votre histoire suit son cours. Et à quel moment vous décidez d'étendre la famille? Alors, ça s'est pas vraiment décidé. En ce qui concerne en tout cas le projet de bébé. Et puis voilà, on était tous les 2, on bossait de la maison. Et ça libère du temps. Ça libère un petit peu de temps, effectivement. Et voilà. Ok. Voilà. Surprise. J'imagine, oui. Ok, donc tu tombes enceinte. Oui. Et donc ça faisait 3 ans déjà que tu étais installée aux États-Unis, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Et alors, comment tu vivais un peu l'idée de faire une grossesse, un accouchement aux États-Unis plutôt qu'en France, loin de tes proches? Je t'avouerai que sur le moment, je me suis pas trop posé la question. Vu qu'on était un petit peu surpris par la nouvelle, hyper content. Je l'ai appris, j'étais quasiment à 6 semaines, enfin j'étais à 5 semaines et quelques jours. Ouais, parce que j'ai quasiment rien ressenti. Je me suis doutée d'un truc, c'était la veille, parce que j'arrivais pas à finir mon plat le soir. Enfin,
moi, j'adore le saumon et j'ai pas réussi à finir. C'était un peu bizarre. Et du coup, le lendemain matin, dans la nuit, en fait, j'ai eu des douleurs dans le dos, mais genre, ça m'est jamais arrivé, mais dans le dos, dans les épaules. Je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai chopé le Covid. Je Ouais. commençais un petit peu à paniquer. C'était mois de juin, je crois. Oui, mois de juin. Donc on était déjà quand même bien entré dans la pandémie. On savait un petit peu ce qui se passait. Et je suis allée quand même à 16h30, je crois. Je me suis dit, bon, je vais aller chez le médecin parce que ça va pas mieux. Et du Mm. coup, j'y suis allée et ils m'ont demandé, ben voilà, quand est-ce qu'étaient tes dernières règles et tout ça. C'est de bonnes questions. Et du coup, voilà, ils m'ont fait un test à ce moment-là et je pouvais pas, j'étais pas avec lui parce qu'il était dans la voiture, on pouvait pas rentrer à deux. Oui. Donc du coup, ils me font faire un test, mais moi ça me passe un peu au-dessus, quoi. Je me dis non, mais c'est négatif, de toute façon, je sais. Et là, ils me font patienter dans une des pièces et elle revient, elle me dit bon bah c'est positif. T'as été testé positif, mais pas au Covid. Pas au Covid, voilà. Et elle a jamais trouvé d'explication pourquoi Sur du le mal comment de j'avais eu dos. ces douleurs. Ah ouais, elle m'a dit ça C'est doit être bizarre, un ouais. muscle, quelque chose. Bon, et c'est Ouais. passé. Et alors, comment ça se passe, ton suivi de grossesse, le premier trimestre Ça se passe normalement, en fait, ça se passe bien, mais avec bien entendu des nausées de l'espace. Ouais. J'ai jamais vomi, mais j'ai eu des nausées très importantes, on va dire. J'ai eu 2 semaines où j'étais vraiment, vraiment pas bien. Euh, mais en soi, ça se passe hyper bien. La première écho se passe bien. Ouais. Mais du coup, tu dois la faire seule? Voilà, j'allais dire, faut se remettre dans le Ouais. contexte, c'est que j'étais seule à tous les rendez-vous, Ouais. absolument tous. Donc tout se passe bien, mais c'est un peu bizarre quand même. Oui, on sent que c'est bizarre. Et à quel moment vous avez décidé de... Vous vouliez savoir le sexe du bébé? Oui. Alors c'est vrai que vu que c'était une surprise, on était donc très étonnés. On n'arrivait pas tellement à se projeter. C'était tôt et je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup de nouveaux parents. Mais on s'est dit, en connaissant le sexe, ça va sûrement nous aider à nous projeter, à Oui. commencer un petit peu à envisager la suite. Et aux États-Unis, il y a un test c'est un test de chromosomes qui permet de détecter Oui. pas mal de choses et notamment le sexe. Et ça se produit à partir de 10 semaines. Mm. Et donc je l'ai fait et 4 jours après, je crois, j'ai eu les résultats et au Par téléphone et mon email. gynéco. Ah, au Non, téléphone, toi? au Ok. téléphone. Ouais, ouais. Bah, mon cabinet de gynéco, ouais, ils sont quand même plutôt pas mal sur la communication. Et du coup, et j'ai vachement sympathisé avec mon gynéco en quelques années. Et il m'a appelé, il me dit, bah voilà, j'ai vos résultats. Est-ce que vous voulez savoir au téléphone? Est-ce que vous voulez venir? Et puis là, j'étais avec Pat et puis on s'est regardé, on s'est dit non, non, on veut savoir tout de suite. Ouais. Donc du coup, il nous a annoncé que c'était une petite fille et moi j'ai crié. J'avoue que j'avais une petite préférence sur avoir une fille, donc j'étais hyper contente. Et c'est vrai que d'avoir le test génétique, tu peux être à deux à ce moment-là, plutôt que d'être Ouais. toute seule, à moitié à poil, Mm, devant mm. ton médecin qui te dit, ah, on voit un zizi, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est quand même Mhm. le point assez positif du test génétique qui coûte cher. Oui. Mais, ok, donc ta grossesse continue. Comment ça se passe le deuxième trimestre? Deuxième trimestre très bien. J'ai la chance de pouvoir rentrer en France 15 jours au mois d'octobre, je crois. Ah, chouette. Ouais, parce que je me voyais pas en fait vivre ma grossesse loin de tout le monde. Puis j'avais besoin de voir ma maman, j'avais besoin de manger Ouais. des choses françaises parce que toute ma grossesse, autant dire que c'était des envies que sur des choses que je n'avais pas ici. Donc j'avais aussi envie de rentrer en France pour manger des choses dont j'avais envie. Ça Ouais. paraît bête, mais Non, mais t'as bien voilà, raison. j'ai eu l'occasion, donc je l'ai fait. Et donc oui, tout s'est très bien passé. Deuxième trimestre très bien, vraiment Ouais. sans aucune difficulté quoi. Et parce que tu parles de ta famille, mais donc tu es quand même super proche d'eux, parce qu'en général, on a deux types d'immigrés. On a ceux qui
voilà, qui peuvent mettre leur famille derrière sans trop se poser de questions. Et puis, tu as ceux qui suivent leur conjoint et qui, malheureusement, parfois, struggle, tu vois, de laisser leur famille derrière. Donc, Euh, tu te situerais dans quelle catégorie, toi? Moi, je me situerais un petit peu entre les deux, dans le sens où je suis proche de ma famille, mais on n'est pas déjà, j'ai pas une famille immense. Et puis on est un peu des voyageurs dans la famille, donc en tout cas, mon papa était très très voyageur. Enfin, j'ai beaucoup déménagé, donc c'est quelque chose un petit peu qui nous Ok. dérange pas en fait. On vit comme ça un petit peu. Donc, je suis très proche d'eux, surtout de ma maman et de ma sœur, depuis que mon papa est décédé il y a 11 ans, Hmm. mais et d'autres de ma famille. Mais c'est vrai que le noyau dur, on va dire, c'est ma maman et ma sœur. Donc c'était dur de les quitter, mais voilà, sachant que je reviens assez souvent, on a été un petit peu élevés de manière à être très autonome. Ouais. Euh, donc ça a jamais été un problème. C'est toujours triste quand voilà, quand on repart, etc. Mais c'est pas. Non, et puis tu as raison, je pense que si tu reçois pas de guilt trip quand tu reviens en France, genre vous venez jamais nous voir ou ce genre de Ah choses, c'est vrai oui, que ça peut rendre l'immigration un petit peu plus simple, tu ah vois. oui, complètement. Non, non, j'ai jamais eu ça. Ma maman a toujours été très contente de tout ce que j'entreprends et donc non, Ouais. aucun problème. Et au contraire, elle vient, elle essaie avant Covid, elle Hmm. essaie de venir au moins une fois par an C'est nous chouette. voir. Donc ouais, tout se combine plutôt bien. Oui. Et comment tu te sens alors à l'approche de ce troisième trimestre? Début du troisième, je suis toujours bien. Ouais. J'ai quand même pris du ventre assez rapidement, Ouais, c'est ce mais que je veux dire, un pour peu être plus lourde. voilà, je me sens un peu plus lourde, encore plus essoufflée, mais je le gérerai. Bon, je me disais vivement quand même que qu'elle soit là, que ça soit la fin et qu'on puisse en profiter parce en plus elle a mis la tête en bas très très vite et elle est restée comme ça une fois qu'elle avait la tête en bas et donc elle était très basse. Donc Ah, c'était à la fin très pas compliqué pour agréable. marcher Ouais. quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et tu nous parlais de, voilà, que tu avais un peu de mal à te projeter en début de grossesse parce que c'était si soudain. Est-ce que du Ouais. coup, sur la fin, voilà, je veux dire, la chambre était prête, le prénom était choisi, on était good to go, Oui. quoi. Ah Ok. oui, tout à fait. C'est vrai que, mais je pense que enfin, je m'avance peut-être, mais tous les parents, le premier enfant, tu te projettes, mais tu sais pas exactement à quoi ça ressemble. Enfin, tu sais pas comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit. Donc Mm. forcément, oui, on s'est projeté beaucoup plus. La chambre était prête de chez prête. Quand j'ai envoyé des vidéos à mes copines ou ma famille, ils me disaient mais on dirait que ça sort d'un magazine, c'est trop beau. Donc j'étais hyper fière de cette chambre, les couches bien rangées, etc. Les vêtements lavés Donc 5 fois. voilà, la valise plus que prête. Donc ouais non, on était hyper impatients. Ouais. Donc, tu arrives sur la fin à 38 semaines, c'est ça? Donc, Oui, j'imagine que tu as tes rendez-vous hebdomadaires chez le gynéco et que, comme d'habitude, il regarde à combien tu es dilatée, il te parle de déclenchement et tout ça, c'est ça? ouais. Alors à 38 semaines et je crois 4 jours ou quelque chose comme ça, 4 5 jours. Et j'y vais, il m'examine, il regarde, il mesure, il me dit vous mesurez combien? Je dis bah bon 1,62 m mais je le dis en américain 5'4". Et il me dit ah bon vous devez avoir un buste, un tronc assez grand parce qu'elle a l'air quand même très grande. Je dis bah mon mari fait 2 mètres donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit un petit peu grande. Et du coup il me dit bon elle est grande, elle est costaud mais pas non plus voilà de ce qu'il peut en voir en tout cas enfin de ce qu'il ressent de son expérience. Et après effectivement il m'examine et il me dit bon moi je me fais aucun souci pour une naissance par voie basse. Je suis hyper content de ce qui se passe, de ce que je vois, de vos hanches, etc. Enfin bref, il me rassure vraiment beaucoup. J'ai jamais
appréhender l'accouchement. C'était pas quelque chose. Moi, j'ai des copines qui me disent j'ai trop peur de l'accouchement. Moi, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, mais du tout. Moi, c'était l'après. C'était le postpartum. C'était la chute des hormones, la chute des cheveux. C'était tout ça en fait qui me faisait peur. Ouais. Mais malgré tout, il m'a rassurée là-dessus. Et puis il m'a dit bon bah voilà, tout a l'air hyper bien, battement cardiaque, etc. Et puis moi, je lui pose la question. Quel est le protocole si je dépasse les 40 semaines d'aménorrhée? Et il m'a dit ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre de votre état, de votre dilatation, de comment vous vous sentez sur le moment, comment elle est, etc. Donc je peux pas vous dire comment ça exactement à semaine 40 pile, le lendemain on passe en accouchement, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de ça. Parce que je lui ai dit, je vous avouerai que quand même là, ça devient vraiment très dur. Ouais. C'est-à-dire que je mettais 10 minutes pour monter les escaliers pour aller me coucher parce qu'elle était tellement basse que j'avais l'impression d'avoir un ballon de basket entre les jambes, quoi. C'était vraiment horrible, des douleurs, etc. Bon. Et du coup, il me dit, là, le problème, c'est que votre corps n'est pas du tout prêt, il n'est pas en travail, donc si je vous déclenche maintenant, je pourrais, mais vous risquez de passer 3 jours en travail. Ça peut être compliqué, ça peut déclencher plein de trucs. Donc voilà. Donc il me donne cette info-là et en même temps il me dit, il y a des études maintenant qui montrent que les déclenchements autour de 39, c'est pas plus risqué qu'autre chose. Et puis c'est vrai qu'on a cette pression des médias, enfin des réseaux sociaux en ce moment. C'est devenu un peu pas à la mode, mais des naissances naturelles. Il faut laisser faire le corps, etc. Et j'étais hyper là-dedans, en me disant ça viendra quand ça viendra. Je vais pas forcément bousculer les choses et prendre plus de risques. Et donc du coup, j'écoute ce qu'il me dit. Il me convainc plus ou moins d'attendre et je me dis bon ok, on verra la semaine prochaine où on en est quoi. Et du coup voilà, je repars, je rejoins Pat dans la voiture, je lui dis que tout va bien, que je suis rassurée, je lui raconte tout et puis on s'en va et on part dans notre week-end quoi. Donc, et après ce rendez-vous, tu y retournes le mardi suivant ou Alors quelque en chose fait, se passe pendant le quelque chose week-end? se passe entre-temps. Le lundi était un lundi férié, un jour férié aux États-Unis. Donc je ne travaillais pas et assez fatiguée. Donc le soir, j'avais pris pour habitude, j'avoue, les dernières semaines de grossesse, d'aller me coucher assez tard parce que j'arrivais pas à m'endormir. Donc je regardais Friends en boucle sur TBS ou je sais plus quelle chaîne parce qu'il y avait que ça qui passait à cette heure-là. Et donc jusqu'à des 2h, 2h30 du matin. Et puis ensuite je dormais et je me réveillais quand j'allais me réveiller. Et ce soir-là, j'étais hyper fatiguée, donc je m'endors vers minuit, un truc comme ça. On est quel jour du coup On Parce que tu est avais ton rendez-vous le lundi mercredi. soir. Ok, donc la Ouais. veille de ton rendez-vous. Du rendez-vous que j'avais vers 19h, je crois, le lendemain. Ok. Donc on est lundi soir. Je vais me coucher fatiguée, un peu ronchon, tu vois, un peu pas hyper bien, genre j'ai vraiment Ouais. envie qu'elle sorte. Ouais. Et puis je me réveille à 4 heures du matin. Donc déjà je me dis c'est bizarre parce que j'ai dormi pendant 4 heures. Je me suis pas réveillée, mes hanches me font mal, mais ça m'a pas réveillée. Donc je me réveille, je vais aux toilettes, je vais faire pipi, et puis là, je m'assois et il y a un mouvement, enfin des mouvements, on va dire, de mon ventre que j'ai jamais ressenti, qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Ça, comme ça, 4 fois, mais genre tout son corps entier qui passe d'un côté à l'autre. Donc hyper bizarre. Je me dis, je sais pas ce qui se passe, c'est soit elle a pas de place, soit il y a un truc qui se passe. Et suite à ces mouvements-là, je sens comme un mouvement d'extension, tu vois, comme si tous ses membres en fait s'étendent d'un coup. Et je me dis bon, on va pas paniquer. Elle a sûrement pas beaucoup de place. Peut-être le travail est en train de se mettre en place. C'est 4h30 du matin là, donc je me dis bon,
limite, c'est positif, ça se met en place, cool, je suis contente. Et Oui, puis, je suis un peu entre les deux, quoi. Je me dis, c'est cool, mais d'un côté, je sens un truc hyper bizarre. Ce mouvement-là, c'est pas du tout normal. Et donc, je vais réveiller Pat dans la chambre d'à côté, du coup, qui, lui, il a un sommeil hyper profond, hein, donc c'est déjà compliqué de le réveiller. Et je lui explique et il me dit, ok, est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital? Enfin voilà, tout de suite, il m'écoute, quoi. Il me dit pas, c'est bon, c'est rien. Et c'est oui, moi-même qui me dis, bon, c'est rien, je vais pas paniquer, je vais pas appeler en urgence, faire la maman qui est stressée pour rien. Enfin, tu sais, on nous met quand même beaucoup de pression. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au long de cette grossesse, c'est que on nous met ou on se met beaucoup la pression sur on veut pas déranger, on veut pas, oui. voilà, On appeler veut pour pas arriver à rien. l'hôpital, Voilà, fausse c'est les alerte, ouais. voilà, c'est les derniers jours, rien ne peut arriver, rien ne peut se passer. C'est pas possible. Donc du coup, calme-toi, descends, va manger un petit truc et tu vois ce qui se passe. Et j'étais hyper fatiguée. Donc je mange un truc, il y a rien qui se passe. Je me dis bon, c'est pas grave. Elle nous l'a déjà fait une fois. C'était peut-être genre 2 mois avant ça, où il y a eu une journée où j'ai pas beaucoup senti. Et puis d'un coup, c'est revenu complètement normal et comme Oui, si de rien n'était. Donc je me suis dit, je vais pas paniquer parce qu'elle bouge pas à ma première bouchée. Je me pose sur le canapé et puis ils disent voilà, tu manges du sucré, tu te poses sur le côté gauche. Donc j'ai fait ça et je me suis endormie à ce moment-là. mmh, Et donc je me réveille vers 8h30 et là je remange un truc, je rebois des glaçons et je sens rien. Donc là je me dis vraiment il y a un problème. Donc je les appelle, je leur explique ce qui se passe. Je leur dis que j'ai rendez-vous le soir même. Est-ce que je peux avancer le rendez-vous? Voilà, est-ce que je peux débarquer quoi? Donc du coup elle me dit oui bah venez quand vous pouvez quoi. Et en fait mmh. après elle me rappelle et c'est une nurse qui me rappelle, une infirmière qui me dit venez plutôt à cet office-là parce que on a des anti-stress, des tests anti-stress qu'on peut faire que l'autre cabinet n'a pas. Je D'accord. dis bon ok, donc là déjà elle me rappelle pour me dire ça, c'est qu'il y a là on rentre dans le risque quoi, on prend Ouais. conscience qu'il y a potentiellement quelque chose qui va pas. Mais on essaie de rester optimiste, on prend une douche parce qu'on se dit si jamais je me fais déclencher, si jamais c'est le moment, je prends Oui, une tu vas petite avoir les douche cheveux propres. mais Ouais. voilà, je rapide quoi mais hop et puis on se dit on prend les affaires, on sait jamais. On est à ce moment-là à 39 semaines et 3 jours. Donc on se dit bon, à tout moment, on rentre avec elle, avec nous quoi. On va au cabinet. Bien sûr, je rentre toute seule. Ils me font vite passer un petit peu en priorité. La gynéco qui est à ce moment-là dans ce cabinet vient me voir et elle essaie de me faire un monito quoi. Et Mmh. là, je vois qu'elle me dit rien, qu'elle va un peu partout sur mon ventre, et qu'elle me dit rien. Et puis je lui dis est-ce que tout va bien? Est-ce que voilà? Elle me dit bah j'entends un cœur, j'entends un battement, mais je sais pas si c'est le vôtre ou le sien. Mmh. Alors que tout le long de la grossesse, elle était à plus de 140. Il y avait pas il y a pas de confusion possible quoi. On savait Mmh. directement que c'était elle. Donc elle utilisait juste le Doppler, elle faisait pas une Oui, écho. c'est OK. ça exactement. Bah en tout cas dans notre état et dans les cabinets où on va, ils ont pas de c'est encore un problème d'assurance, ils ont pas de d'échographie sur place. Donc il faut à chaque fois aller soit dans un cabinet spécialisé, soit à l'hôpital. D'accord. Euh, mais par contre, ils ont un truc, un stress test qu'ils appellent. Et elle me dit bon, ça sert à rien que je vous fasse le stress test. Allez directement à l'hôpital et faire une écho. Je les appelle, ils vous attendent. Ok, l'hôpital est à 5 minutes, donc Oui. j'envoie un texto à Pat, je dis, faut vite qu'on aille à l'hôpital, j'ai très peur. Et je lui dis ça, il me dit t'inquiète, ça va aller. Je rentre dans la voiture, il essaie de me rassurer, mais moi je sais à ce moment-là que c'est très mauvais. Je le sais, je le sens. Le trajet jusqu'à l'hôpital me paraît une éternité. Je pleure comme pas possible. Je nous vois arriver à l'hôpital et puis ensuite toujours hein, les protocoles Covid qui prennent du temps.
Ils me font mon entrée, Pat qui arrive derrière, ils font son entrée, ils nous emmènent pas. Ils nous disent, voilà, prenez l'ascenseur, montez, ok. On arrive, ils me prennent, ils me pèsent. Ok, j'ai autre chose à foutre que de me faire peser, mais si vous voulez. Bah oui, mais c'est bizarre qu'ils te pèsent. Et je pense que c'est le protocole d'entrée, je sais pas. Oui, Mais ils je m'en prennent ta souviens. tension après, et ce genre de choses. Voilà, donc ils me mettent dans une chambre, ils me donnent une espèce de blouse pour me changer parce qu'ils vont m'examiner. Donc je me change et je m'installe et ensuite 2 infirmières arrivent avec leur Doppler gentiment et leur monito pour essayer de voir ce qui se passe. Et puis là, pareil, même scénario, elles passent tout autour du ventre, elles trouvent rien. Donc elles me disent bon, on va appeler le gynéco, on va appeler le docteur, il arrive, il me fait une petite écho. Et là, et à ce moment-là, c'est mon gynéco qui est de garde. D'accord. Donc, je le connais bien, entre guillemets. Je vois dans ses yeux, je vois dans ses réactions que c'est pas normal. Et je vois exactement ce qu'il est en train de regarder sur l'écran. Je vois une cavité noire et je vois que ça ne bouge pas. Et je me rends compte, j'ai pas fait d'études d'échographie, mais je sais qu'il regarde le cœur et je sais que le cœur ne bouge pas. Donc là, je regarde Pat, je pleure bien sûr, je secoue la tête et il me dit non, t'inquiète pas, ça va aller, elle est forte et tout ça. Et et désolée. T'inquiète. Oui, mais parce que j'imagine que comme c'est pas dans son corps, il percute pas encore ce qui Ouais. est en train de se Et passer. et c'est impossible pour lui parce que pendant tout le long de la grossesse, et il me l'a dit, et il le redit aujourd'hui, il s'est pas détaché, mais il suivait les pourcentages. Et il se disait à ce moment-là, il y a tant de chances que ça s'arrête, que ça fasse une fausse couche. Enfin voilà, Oui, tout au long de la grossesse. Et arrivé 6 semaines avant la date, il a commencé il à s'est se dit ok, c'est détendre et à se viable. dire, là c'est bon, c'est Ouais. 98% ou quelque chose comme ça, donc c'est bon quoi. Donc là, pour lui, à ce moment-là, c'est impossible que quelque chose se passe à 3 jours du terme, 4 jours du terme, c'est impossible. Donc Ouais. moi j'ai compris, mais lui il a pas compris. Enfin j'ai compris qu'en tout cas quelque chose de très grave se passe, mais j'ai toujours de l'espoir quoi. Et du coup le docteur me dit bon je vais appeler un technicien, un échographe parce que pour avoir une machine plus performante pour voilà pour être sûr pour voir ce qui se passe. À ce moment-là il me dit toujours pas hein, ce qui se passe, c'est juste moi qui le sais, il me regarde et j'ai compris. Du coup, tout le monde part de la chambre et il y a l'échographe qui arrive toute seule et qui nous fait l'écho et qui, au bout de, je pense, même pas 1 minute, 2 minutes max, elle repose son appareil, elle m'essuie le ventre et elle me dit, je suis désolée, mais il n'y a pas de battement. I'm sorry, there is no heartbeat. Et là, bien entendu, tout s'écroule. Euh, et je le vois dans ses yeux à elle que c'est fini, qu'il n'y a pas de césarienne d'urgence, qu'il n'y a pas de chose qui vient après qui est positif, que Ouais. c'est la sentence et que c'est elle qui nous l'a dit et qu'il n'y avait pas d'autres médecins dans la salle, il n'y avait pas d'autres infirmières. C'est la technicienne de l'échographie qui nous le dit quoi. Elle demande Euh, même pas au médecin de revenir dans la salle Je pour te pense que l'annoncer? quand elle part, alors puis en plus elle nous l'annonce et elle part quoi. Bon, Ah, elle elle a reste pas avec pas, toi dans la salle. non, elle reste pas et elle était pas froide avec nous, mais il y a pas grand chose qu'elle pouvait faire. Donc du coup, elle me dit, je vais appeler le médecin quoi. Je vais Oui, et du coup, je pense qu'on a quand même attendu 5 bonnes minutes avant que quelqu'un re-rentre dans la chambre. ça c'est dingue. C'est dingue. Euh, c'est hyper long, mais j'ai entendu des histoires où c'était bien pire. Donc bon, peut-être que c'était aussi pour nous laisser du temps, pour voilà, pour qu'on pleure, pour qu'on crie, pour que qu'on réalise, même si on réalise pas, mais nous laisser notre moment à tous les deux à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc voilà, le médecin arrive avec une infirmière.
l'infirmière Sean qui est en pleurs parce que on apprend par la suite que ça lui est arrivé. Et elle est là, elle nous regarde et les yeux pleins de larmes et elle nous dit qu'elle est désolée, quoi. C'est l'infirmière, c'est la première infirmière qui nous a fait le Doppler à l'hôpital. Ouais. Et là, mon gynéco s'assoit à côté de nous, nous laisse un petit peu, voilà, atterrir entre guillemets. Et Pat se pose beaucoup de questions. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait et moi je lui dis on fait quoi, on va en césarienne d'urgence, on fait quoi Oui. Il me dit non, non, il y a rien à faire. Maintenant on va devoir procéder À au l'accouchement. déclenchement, voilà, à Ouais. l'accouchement, on va vous déclencher. Et c'est vrai que sur le moment je comprends pas pourquoi on me déclenche, je comprends pas pourquoi on me propose pas une césarienne. Et c'est le sentiment de tout le monde. Et quand j'appelle ma maman, que je lui dis, j'appelle ma maman en premier et ensuite Pat appelle sa mère, ou je crois qu'il envoyait des textos en même temps. Et je l'appelle et je lui dis voilà, donc je lui explique et puis on va me déclencher. Elle me dit mais attends, pourquoi on ne fait pas une césarienne? Et en fait on comprend plus tard pourquoi. Mais sur le moment c'est vrai que c'est le premier réflexe, quoi. Mais alors pourquoi? Parce que j'imagine que ça laisse une cicatrice sur le corps, c'est ça? Alors on va dire qu'il y a deux raisons, je pense. La première qui est médicale et pour le futur, c'est que on veut éviter une césarienne. Dans n'importe quel Oui. cas, en fait, s'il n'y a pas de risque pour le bébé ou la maman, a priori, on fait tout pour éviter une césarienne. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose d'automatique qu'on devrait faire. Donc, autre risque lié à ça pour d'éventuelles prochaines Future grossesses. grossesse, oui. Voilà. Si ça avait été mon quatrième et que j'avais dit j'en veux plus après, peut-être que voilà. Mais Oui. là, le premier bébé, c'est la première. Mon gynéco voit tout de suite le futur. Et la famille de Pat, elle habite dans le New Jersey aussi? Oui, Ok. Donc ils ont pu te rejoindre, ils ont pu vous rejoindre à l'hôpital? oui. Donc là, c'est donc sa maman qui plaque tout. Elle arrive. Il a deux sœurs. Sa sœur aussi plaque tout sur le boulot. Tout le monde en fait. Tout le monde arrête tout. Oui. Nous, on a les chiennes qui sont à la maison. On sait que du coup, on va pas rentrer tout de suite. Donc, une de ses sœurs et son mari viennent chez nous pour s'occuper des chiennes. Pour aussi, on l'a constaté ensuite, mais pour tout ranger, tout ce qui était prêt pour son arrivée, tout ce qui était visible au premier étage, tout ce qu'on avait mis dans notre chambre, le berceau, etc. Donc ça, tout est rangé et un petit peu caché dans sa chambre à elle. Mais effectivement, sa maman arrive à l'hôpital. Et là, les protocoles Covid, pour le coup, l'hôpital a été vraiment génial avec nous. C'est que et toute l'équipe, ça, j'insiste quand même parce que pas toutes les mamans, les parents qui vivent ça ont eu cette expérience, mais nous, on a vraiment eu un entourage médical, on va dire, qui a été exceptionnel. Oui. Et ils nous autorisent donc d'avoir au moins deux personnes supplémentaires, quoi, avec nous, qui n'ont pas besoin forcément de faire un test ou quoi que ce soit, mais qui doivent porter un masque. Et donc sa maman arrive, sa sœur arrive dans la soirée, et sa maman reste avec nous jusqu'à quelques heures après l'accouchement. D'accord. Elle a été là, elle a remplacé ma maman le temps d'une nuit, on va dire. Oui. À l'annonce du médecin, est-ce qu'il t'explique quelles vont être les prochaines étapes? Euh, oui, pas forcément dans le détail. Il y a des infirmières qui sont là, qui nous lâchent pas. Le médecin nous dit, voilà, on va vous déclencher. Il va falloir qu'on fasse des tests parce qu'on aimerait comprendre et je pense que vous aussi vous voulez comprendre. On a dit bah oui, c'est la première question de mon mari, Oui, c'est la c'est qu'est-ce première qui s'est question passé? qu'il a posée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible, tout allait bien. On vous a vu 3 jours avant ou 4 jours avant et tout allait bien. C'est impossible. Et là le gynéco nous dit c'est rare mais c'est pas impossible et ça arrive.
Et c'est vrai que c'est des phrases bateaux qui nous marquent parce que juste un ça arrive, c'est pas du tout suffisant. Et donc, il Ouais. nous explique qu'il y a plusieurs options et que tout va dépendre vraiment de nos choix à nous, de notre volonté à nous, et qu'il y a bien entendu l'option de l'autopsie. Il nous a dit, il y a beaucoup de parents qui la refusent et ça se comprend complètement. Par contre, ça peut vraiment nous aider à découvrir ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, moi j'hésite. Pat, il hésite pas du tout. Il dit oui, oui, on veut. Il est vraiment, il veut savoir quoi. Il y a, pour lui, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'explication, donc il veut savoir. Donc il dit oui tout de suite. Moi, je suis sous le choc. Je dis oui Bien sûr. parce que voilà, je le suis on se fait confiance là-dessus, donc il y a pas de problème. Parce que pardon, j'imagine que quand même ton cerveau se met en autopilote et Oui, enfin, est-ce qu'il te laisse le temps de digérer avant de prendre une décision comme ça ou est-ce que, enfin, oui, en termes de oui, oui, laps de temps entre l'annonce et OK, quelles sont les prochaines étapes? oui, complètement. Il te laisse quoi? Il Alors te ils nous laisse disent, 1 heure, 2 heures le temps, enfin, oui, comment ça se ouais, passe? disons que là le temps à partir de ce moment-là, bon d'une c'est assez flou et ensuite c'est une autre planète temps quoi. C'est une autre dimension. Mais par contre oui, ils nous laissent le temps. Ils nous disent voilà les étapes ça va être on va vous emmener dans une salle d'accouchement. On va vous prendre pas mal de sang pour faire plein de prises de sang. Une fois que Oui. l'accouchement sera effectué, on va faire des analyses sur le placenta. On va bien entendu regarder, voir si elle a quelque chose, etc. Et ensuite, on avisera à ce moment-là. Mais sachez que on a 30% de chance de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 70% de chance qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé. Ouais. Mais si on ne le fait pas, on a 100% de chance de ne jamais savoir. Ouais. Mais C'est vrai qu'à ce moment-là, et puis moi, je suis désolée, je pense quand même parce que je suis pas dans le moment, mais enfin, il y a une réalité pécuniaire qui fait qu'on est aux États-Unis et que tout se paye. oui, Est-ce que, enfin, effectivement, ça vous vient en tête à vous dire, bon, bah, il y a une autopsie, ok, combien ça va nous coûter quand même? ça nous vient malheureusement tout de suite en tête. Ouais, Et ça, c'est une des choses, ça devrait pas, ouais, voilà, je pourrais revenir là-dessus après pour le moment où j'ai senti ces mouvements, mais ça a été la même chose. On se dit tout de suite combien ça va nous coûter. Parce que, ouais, je dis malheureusement parce que c'est ça tragique devrait de pas, se dire ça. Ça bien devrait sûr, pas du tout exister, mais c'est comme ça. Et donc, on en parle avec les infirmières et le médecin, et ils nous disent, bon, de toute façon, nous, on veut savoir aussi. Donc, si c'est pas pris en charge, si machin, l'hôpital fera tout pour prendre en charge. Nous, d'accord. on va se battre pour ça. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant, oui, les quelques heures qui ont suivi, on va dire, un jour après, on savait qu'on allait rien payer et que si jamais on recevait une facture par rapport à ça, on devait l'envoyer immédiatement à l'hôpital et ils allaient Ouais, se quand bien débrouiller. même, hein. Donc Faudrait quand déjà, même envoyer une facture et compagnie. oui, Avoir oui, oui, à oui. gérer ça après, Oui. ouais, Ah bah c'est bref, la c'est pas le gestion sujet. de la paperasse derrière est aussi hyper dure, mais effectivement ça en tout cas ça nous soulageait parce qu'on n'avait pas à se préoccuper des finances Oui, pour savoir pourquoi notre fille était décédée in utero quoi. oui. Donc voilà. Donc, il te change de salle, tu passes de la salle de triage, j'imagine, à une salle Oui, d'accouchement. oui. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça? Comment ils gèrent le déclenchement? Premier, ils me font un test Covid. Oui, Donc ils me font le test. Ensuite, ils me font des prises de sang. Pas mal quand même. oui. Ensuite, je crois qu'ils mettent le cathéter. Et là, je refais un peu le film, mais j'ai jamais vraiment refait moi-même, donc je le refais en même temps. Mais Hmm, ils mettent un cathéter pour tout, en fait, pour ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et je pense que 2 heures après qu'on soit arrivé, j'ai mon cachet de déclenchement, le premier. Et il m'explique que il va y avoir certainement plusieurs cachets par ok, rapport à ça et que les contractions vont s'augmenter au fur et à mesure et qu'ils vont suivre ça de près, mais sachant ok, que j'étais pas du tout dilatée à ce moment-là. d'accord.
Mais c'est vrai qu'au début, c'était supportable et bizarrement, ou pas, j'ai supporté pendant assez longtemps. Ok. Sans que mon gynéco venait en permanence me dire, vous êtes sûr, vous voulez pas un cachet pour la douleur, vous voulez pas quelque chose? Et je dis non, 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 je veux pas. Je pense que inconsciemment, je voulais souffrir pour ben, je sais pas pourquoi en Oublie, fait. ouais. Pour Non, mais ouais, pour je pense que, enfin, bon, je suis pas psy, mais ouais, pour rendre ta douleur physique pour autre que mentale. physique, réel, Ouais. euh, pour vivre un accouchement. Et c'est vrai que une des premières choses que j'ai dit aux infirmières quand elles m'ont mis dans la salle, je leur ai dit, s'il vous plaît, faites au mieux pour que ça soit le plus normal possible. Ouais. Que je ressente un accouchement normal. Je sais pas pourquoi, je leur ai dit ça. Et même encore aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de dire à mon entourage ou etc. Ou même ma façon de vivre aujourd'hui. J'essaye que ça soit le plus normal possible. Peut-être quelque part pas pour effacer ce qui se passe, mais pour ça fait partie des risques, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qui peut se passer et le rendre normal, pas banal, mais le normaliser et enlever ce Oui. tabou immense qui existe sur le deuil périnatal. Et à ce moment-là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, faites tout ce que vous pouvez pour me rendre cet accouchement le plus normal possible, quoi. Je pense que c'est tout à ton honneur parce que ça reste une naissance et je trouve que c'est une belle Mhm. façon de respecter ton enfant parce que voilà, elle méritait une naissance normale comme n'importe quel autre enfant, quoi. Mhm. Ouais, et je pense que c'est ça aussi qui est derrière, c'est que ça doit être un mix entre ne pas réaliser et vouloir ce que ça se passe au mieux possible pour elle, Ouais. malgré tout, quoi. Et alors, au fur et à mesure de tes contractions et de la douleur qui s'intensifie, est-ce qu'il te parle de, voilà, de la poussée et de, une fois qu'elle sera là, quels sont les protocoles que tu vas vouloir Ouais. accepter, ce genre de choses ou... Alors, il m'explique pas vraiment au niveau de la poussée. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment, enfin, avant ça, j'ai jamais vraiment su comment pousser. Ouais, J'ai fait un super boulot apparemment, ne sachant pas au moment M. Il y a une infirmière qui est un petit peu spécialisée, qui est désignée responsable, on va dire, de la ouais, situation et de ce genre d'événement, quoi. Et qui est très intéressée par le sujet, qui aide énormément, énormément les familles dans ces situations. Et elle s'assoit avec nous pendant, je crois, 2 heures. Et là, on passe en revue absolument tout. On parle de l'autopsie, elle nous parle de faire des photos, elle nous parle de comment on veut, est-ce qu'on veut la prendre dans nos bras, est-ce que je veux faire du pot à pot, est-ce qu'on veut couper le cordon, est-ce qu'on veut la nettoyer, tout. En fait, ouais, elle refait mon plan de naissance parce que bien entendu, il est complètement chamboulé. Donc elle retravaille avec moi le plan de naissance et ça fait partie pour moi euh, de du fait qu'elles ont respecté ma demande de faites que ça soit le plus normal possible. d'accord. Euh, donc oui, donc on parle un petit peu de tout et on lui dit on vous fait confiance au moment où elle sort. Vous nous direz en gros si on peut la voir tout de suite, si vous nous demanderez et on vous dira à ce moment-là en fait. Et elle nous dit très clairement, je vous pose des questions maintenant, mais ça peut changer d'une seconde à l'autre. Il y a aucun problème quoi. D'accord. Ils nous ont vraiment mis en confiance sur le fait que c'était nous qui décidions de tout. Ok. Ouais, donc il vous laisse vraiment acteur de la situation. Ouais. Donc j'imagine que tu arrives à full dilatation et qui arrive la pousser. Manifestement, tu fais ça comme une championne, c'est ça? Apparemment, oui. J'ai dû sur le matin, je crois, j'ai dû perdre les os vers 8 heures. Et là, j'ai dit péridurale, péridurale, péridurale parce que j'en pouvais plus. Bon, ils ont fait une bonne péridurale de cheval, donc je sens pas beaucoup, mais je sens quand même un petit truc qui se passe et j'ai un pressentiment et je les appelle et me dit ah oui bah il faut y aller. Pat venait de se réveiller d'une sieste de 15 minutes, complètement la tête ailleurs. Et donc il dit ok bon on y va. Et donc sa mère était toujours là.
Pat, il se place derrière moi, sa mère sur la gauche, et ensuite entouré de deux infirmières et de la gynécologue qui était de garde. Donc on avait changé entre-temps d'équipe. Oui, Donc c'était plus mon j'imagine, ouais. gynéco à moi. Donc j'avoue que j'étais pas hyper fan de celle-ci, mais bon, tant pis. Et juste au moment donc où ils me disent bon, va falloir pousser, l'infirmière se tourne vers moi, et me dit vous savez faire? Euh, non, pas du Non. tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai dû regarder une centaine de vidéos avant de tout se préparer à l'accouchement, tout se préparer, faire la valise, faire ci, faire ça, les premières nuits, enfin tout, sauf comment pousser. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul truc que j'ai jamais regardé comment on faisait. Et c'est en y repensant, je me Oui, dis mais c'était bête, mais bon bref. Et je dis par contre je sens rien, donc faut me dire quand est-ce que je dois pousser. Elle me dit ok, donc elles mettent les mains sur le ventre et elles me disent quand c'est bon. Donc je pense en 3-7 de pousser, elle est là, donc c'est en chouette. 7 Bravo. minutes quoi. Ouais. Merci. J'avoue que j'étais un petit peu fière de moi Bah, surtout si tu sur le sens pas coup. tes contractions, parce que même moi aujourd'hui, avec 2 enfants, je serais incapable de te dire comment pousser, hein. Ah ouais. Incapable. Donc, Bah, en fait, je me suis chapeau. tellement laissée guider par cette infirmière qui m'inspirait tellement de bienveillance et de confiance que je la regardais en fait tout le long. Et dans ses yeux, je savais quoi faire. Elle me disait quoi faire. Je la suivais, je l'écoutais. J'étais à bout de souffle, mais je continuais quand même, peu importe ce qu'il Ouais. fallait faire. Et surtout derrière, j'avais Pat qui me disait toutes les secondes qu'il était fier de moi et, Hmm. euh, C'est et chouette. que je faisais un super job et tout. Donc j'étais hyper vraiment bien entourée pour le coup à ce moment-là et, et il m'encourageait tous et ouais, j'ai la voix de Pat qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête et ça me rend heureuse de d'avoir fait ça et qu'il soit hyper fier. Et puis elle est sortie et ben il y a pas de bruit. Ouais, c'est ça. Euh, C'est silencieux, ouais. Il y a pas de bruit. Moi, je vois rien. Pat, par contre, la voit. Et ça va le marquer un bon bout de temps parce qu'il la voit sortir, il la voit, il me dit tout de suite, elle est magnifique. Hmm. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il voit bon, les bras qui partent un petit peu derrière, enfin voilà, parce qu'il y a pas de tonicité. Donc ça, pour lui, ça a été une image très très compliquée à surmonter par la suite. Ouais. Mais moi, effectivement, je vois rien. J'ai senti, par contre, j'ai senti le passage, j'ai senti, voilà, ce qu'il y avait à sentir, on va dire. Et mais je la vois pas. Et du coup, l'infirmière tout de suite la prend et me la décrit. Elle me dit ce qu'elle voit, elle me dit comment elle est, elle me dit qu'elle est magnifique. Elle me dit tout d'abord, elle est Hmm. magnifique. Et c'est vrai que c'est un beau bébé. Elle est grande, elle fait quand même 53 centimètres. Elle fait, bon, c'est par la suite, mais 3,6 kg. Ouais. Ce qui, pour 53 centimètres, c'est pas non plus, voilà, ça faisait pas 4,5 kg, quoi. Oui, mais bon, Euh, enfin, un beau bébé, quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis, donc elle me décrit, elle me dit, voilà, sa peau commence un petit peu à s'enlever, un petit peu comme une brûlure en fait, à certains endroits de son corps. Est-ce que vous voulez, d'une, est-ce que vous voulez couper le cordon? Donc moi, j'étais pas du tout en état. Pat, il était pas du tout en état non plus. Il a dit non, non, faites-le. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais regardé sur je m'étais vachement renseignée et le retardement du coupage du cordon. Donc j'avais en plus, j'en avais parlé à Pat, donc il savait un peu tous les bénéfices que ça avait de faire ça. Et là, pour lui, il a associé couper le cordon, qui à la base, il avait très envie de le faire, à quelque chose qui ne va pas se passer et certainement quelque chose qui s'est passé dans le cordon ou quoi. Donc il a dit non, non, je veux pas. Oui, il préfère se détacher, ouais.
je vois. Voilà. Et elle nous a dit, pour l'instant, à part ça, elle est parfaite, quoi. On voit pas, parce qu'on lui avait dit aussi, est-ce qu'il y a peut-être une malformation? Est-ce que il y a quelque Oui, chose qu'on n'a pas vu dans les échographies et qui s'est passé? Est-ce que physiquement elle va bien, quoi? Et c'était le cas, elle est parfaite. Et donc on lui dit, bah prenez-la et allez la nettoyer et l'habiller. Comme ça. Moi déjà je pouvais pas me lever, et puis Pat ne se sentait pas du tout capable de d'aller faire les oui, soins, donc on et puis encore une fois, on leur faisait énormément confiance, donc c'est un peu comme si c'était nous qui l'avions fait, quoi, finalement. oui. Donc ils sont allés l'habiller avec des vêtements que vous aviez choisis dans ta valise? Oui, donc ça faisait partie du protocole au début avant l'accouchement dont on avait D'accord. parlé. On lui avait donné le petit pyjama que j'avais acheté sur Tape à l'œil. Et donc j'avais envie qu'elle ait celui-ci. Donc on l'a tout donné avec un petit bonnet. Donc ils l'ont lavé, ils te l'ont ramené, c'est ça? Voilà. Alors ça se faisait tout étape par étape. Avant qu'elle nous la ramène, elle est venue dans la chambre. Elle nous a dit voilà, elle est prête. On lui a mis son pyjama. Il s'est passé ça. Quand on l'a un petit peu nettoyé, il y a quelques morceaux de peau qui sont partis. Donc, on préfère vous prévenir. Maintenant qu'on a mis les habits, on peut plus trop les enlever parce que sinon ça va peut-être partir avec. Ok. Donc, voilà dans quel état elle est. C'est complètement normal. Déjà, il nous rassure que c'est pas du tout lié à ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et c'est le seul bébé à qui ça fait ça. Non, tous les Ok. bébés qui décèdent in utero parce qu'ils restent à un certain moment dans le liquide amniotique sortent comme ça. D'accord. Donc tout dépend ensuite combien de temps il reste in utero et ça va du coup engendrer plus ou moins de choses comme ça. D'accord. Et donc voilà, elle vient nous voir et elle nous dit, et on lui dit oui, oui, on veut la voir. Moi, je me sentais un peu mieux, mais pas non plus super bien. Oui. Euh, et ensuite, ils nous l'ont ramenée. Alors comment ça s'est passé la rencontre avec Liliane? Alors c'est bizarre un petit peu parce que en fait, on avait l'impression qu'elle dormait. Oui. Donc c'était apaisant et en même temps très cruel. C'est un paradoxe, c'est un monde de paradoxes en fait qui suit par la suite. Parce que moi j'ai adoré mon accouchement bizarrement, mais il était en Mhm. même temps hyper tragique. Donc là c'est un peu pareil. Moi je réalise pas trop. Je la vois qui dort et en fait je crois jusqu'au moment où je la vois, j'ai de l'espoir que d'un coup elle ouvre ses yeux et qu'elle se mette à pleurer et qu'en Mm. fait c'était juste un mauvais cauchemar et que ça va aller, quoi. Donc Oui. jusqu'au moment où je la prends dans mes bras, je la regarde et en fait je la fixe et je j'arrive pas à me décoller. J'essaie d'observer les moindres détails de son visage. Je vois tout de suite que qu'elle a les lèvres de Pat, de sa famille, des jolies petites lèvres. Qu'elle a ses sourcils. Ça m'a. Je sais immédiatement, j'ai vu ses sourcils, c'était les siens. Son menton, ses bonnes joues et tout. Donc, je vois tous les détails comme ça, comme une maman qui découvre son enfant pour la première fois, où Mhm. tu essaies de chercher un petit peu les détails physiques. Et voilà, donc elle avait l'air très apaisée et vraiment juste endormie. Oui. Endormie, avec certes des couleurs pas normales parce que c'était un petit peu violacé. Oui. Et bien entendu froid. Il n'y a pas il y a pas du tout de chaleur qui émane. Donc c'est difficile, mais elle est entourée de couvertures. Donc euh, on ressent pas beaucoup cette froideur. Et puis voilà, on a passé 1 heure à peu près avec elle.
Il y a une photographe qui est arrivée à ce moment-là aussi. Donc ça, D'accord. c'est pareil, c'est pas tout le monde ne le sait, mais il y a des photographes qui font ça complètement gratuitement. Ça fait partie d'associations. Et heureusement, du coup, notre infirmière connaissait bien cette association. Elle les a appelés direct. Elle est venue. Ils font un maximum pour ces familles-là pour pouvoir avoir des souvenirs finalement, parce que Bien sûr. au début, quand ils nous en ont parlé de photos, Pat, il a dit non, 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 mais je veux pas de photos. Et en fait, mais si, on Oui. veut des milliers de photos. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on a appris tout ça, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et au final, on est très content d'avoir des photos aujourd'hui et des belles photos faites par un photographe. C'est ça. Parce qu'en temps Euh, de Covid, en plus, enfin, je sais que par exemple, dans mon hôpital où j'ai accouché, ils proposaient plus ce service à ouais, cause de la pandémie. ok. Bah, j'avoue que je m'étais même pas posé la question avant tout ça, de savoir Oui, si j'allais, parce que ouais, j'ai même pas pensé à forcément avoir un photographe. Vu qu'aujourd'hui on a tous des téléphones et tout, je me suis dit on fera une séance photo après quoi. Mais mm, euh, mais effectivement c'est très 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 important d'avoir des photos, et l'infirmière a énormément insisté là-dessus, parce qu'au début on disait non, et ensuite elle a dit j'insiste, mais même si c'est pour qu'elle prenne des photos, qu'elle vous les envoie et que vous ne les regardiez jamais, c'est pas au grave. moins, elles seront là. Oui, Mais j'insiste vraiment pour que vous en ayez, parce que c'est hyper important, et eux ils savent très bien que par la suite on en a besoin quoi. oui. Et Donc, par exemple, parce que elle était déjà habillée quand tu l'as reçue, est-ce que ils avaient pris des photos du coup quand ils étaient en train de la nettoyer et qu'elle était, voilà, elle venait de sortir de ton ventre? non, non, et ça du coup c'est quelque chose qui m'a manqué. En fait, j'ai pas réalisé sur le moment, mais donc on l'a vue, elle était emmaillotée finalement. Moi, Oui, physiquement, personnellement, j'ai même pas vu ses mains, j'ai même pas touché ses mains, parce que ou ses pieds. Tout était emmailloté et j'ai vu que son visage. À un d'accord. moment donné, ils l'ont remis dans le berceau pour pouvoir faire des photos justement avec son pied dans la main de Pat, ou sa main dans sa main qui serre son doigt, etc. Euh, mais ça, moi, je l'ai pas vu. Et très honnêtement, j'étais tellement, je pense que l'anesthésie avait vraiment mis à plat le choc, un peu tout. Moi, j'étais pendant quelques heures qui ont suivi, j'étais pas là, quoi. Oui, Donc, j'ai même pas pensé à dire, je veux voir son corps, je veux voir ses mains, je veux voir ses pieds. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup manqué par la suite. Et j'ai écouté un jour l'histoire de Lucille et de sa petite Mickey, qui avait été invitée sur un autre podcast, et elle racontait donc son expérience, et qui est très 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 similaire à la mienne. Je l'ai contactée par la suite, ça m'a beaucoup aidé d'entendre son témoignage. Et je l'ai oui. contactée et je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà, moi il y a une chose que je regrette, c'est ça. Et elle me dit écoute, j'ai eu la même expérience, et j'avais demandé, je sais plus, à la sage-femme, ou je sais plus qui l'avait suivi, si eux ils avaient pu récupérer des photos de son corps, en fait, Oui, de voilà, son pour entier. voir Oui, oui, oui. voilà, de son corps en entier. Et elle me dit peut-être demande, peut-être que ça se trouve ils en ont. Et vu qu'on a fait une demande d'autopsie, je me suis dit ah, je pense, j'imagine qu'ils font forcément une photo avant de faire l'autopsie. Donc Oui. j'ai peut-être une chance là-dessus, c'est d'essayer de contacter l'infirmière et voir si elle peut récupérer une photo. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle Ah, m'a remercié chouette. aussi voilà, de lui en parler, de lui demander et de lui dire que c'est peut-être quelque chose que maintenant il faut qu'elle ajoute à toutes ses connaissances sur le sujet, qu'il faut demander et insister auprès des parents de voir s'ils veulent voir le corps. Parce qu'en fait, moi, c'était tout bête, mais je me suis dit, je, je sais pas à quoi ressemblent ses genoux, ses épaules, ses Oui, ou si coudes, elle a une petite tache de naissance, si elle a une petite je tache, sais pas, sur son genou, oui. voilà, c'est hyper important. On ne s'en rend pas compte quand on accouche, quand on a son bébé à la maison, on le voit tous les jours, on change les couches en C'est vrai. permanence. Donc on se rend pas compte qu'on a besoin de ça, parce que c'est évident, mais
Mais au Mais final, pas sur le quand on l'a moment. pas, voilà, Ouais. sur le moment, et puis ensuite, quand on est parti, quand on n'a plus accès à son corps, et ben, ça nous manque. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Ouais. Et alors j'imagine que la rencontre est aussi un adieu. Euh, Combien de temps il vous laisse à l'hôpital pour, voilà, pour partager un moment avec votre fille? Ouais. Alors en temps normal de Covid, une naissance normale pendant le monde du Covid, on pouvait rester, je crois, jusqu'à 3 jours et ou jusqu'à 2 jours ou 2, 3 jours et 5 pour une césarienne. Euh, donc là, on avait la même option. Et ils nous ont vraiment dit, hein, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez, vous pouvez rester, pas rester, c'est absolument comme vous le sentez. Il s'est avéré qu'il y avait une tempête de neige qui arrivait à ce moment-là, le lendemain matin. Donc moi, j'ai Hmm. accouché vers 14 heures. Et donc, bon, tout l'après-midi, ils nous ont dit, si vous la voulez, elle peut rester avec vous. On la met dans un berceau particulier. D'accord. Donc, sous-entendu avec une source de froid, hein, pour Oui. conserver tout ça. Euh, et puis, c'est comme vous voulez. On la prend avec nous, on s'en occupe, on la garde, elle est avec nous. Elle est pas avec les autres bébés, elle est avec nous dans les bureaux, dans une pièce spéciale. On peut vous la laisser toute la journée. Vous pouvez nous dire de la reprendre et au final nous rappeler 2 secondes après pour vous la ramener et ensuite la re-ramener. Elle me dit, je peux passer la journée à vous l'amener et à Ok. la ramener. Donc déjà, on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Nous, on a fait le choix parce que c'était ce qu'on sentait le plus capable de faire, c'était de passer 1 heure à peu près, je pense, la première fois avec elle. Ensuite, j'ai une amie qui est venue nous rejoindre du Maryland, donc elle a conduit peut-être 3 heures pour venir, et ensuite elle a rencontré, c'est une des rares personnes de mon entourage proche français enfin c'est une des seules, Oui. c'est la seule personne qui a pu la voir. Ça compte énormément pour moi parce que bah personne d'autre n'a pu la voir physiquement à part sa maman. Oui. Donc à ce moment-là, on l'a revu, on l'a repris, et puis ensuite on l'a revu une dernière fois avant de partir, et donc on a décidé de partir le lendemain matin très tôt. À partir du moment où moi je pouvais à peu près marcher et pas tomber dans les pommes, on est parti. D'accord. C'était le défi. Pat n'en pouvait plus de cette chambre. Il voulait qu'une chose, c'était rentrer, partir de cet hôpital, partir de cette chambre. Moi, j'étais pas hyper en forme, mais je faisais le maximum pour me lever et pour essayer d'un peu marcher, d'être autonome. Mais j'ai failli un peu partir dans les pommes la première fois. Oui. D'ailleurs, l'efficacité de, du personnel soignant était assez impressionnant. Et puis, bref, donc voilà, on est parti finalement le matin à 6 heures du matin. Donc, on n'est même pas resté un jour et demi, quoi. Mais comment tu te sentais, toi? Tu te sentais de rentrer chez toi en sachant que tu savais ce qui t'attendait à la maison? C'est-à-dire, voilà, rentrer à la maison à deux, c'est quand même Ouais. une sacrée étape à passer, quoi. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est partagé parce que quand on est parti, ça m'a crevé le cœur de la laisser. Je savais où elle Oui. allait aller. Je savais, on avait entre-temps géré, en tout cas sa famille avait beaucoup géré tout ce qui était la suite, les funérailles, qui allait la prendre en charge, etc. Donc ça nous soulageait. Mais et puis encore une fois, l'équipe médicale nous a dit, elle ne nous quitte pas jusqu'au moment où elle est prise en charge euh, par D'accord. par la chambre funéraire qui l'emmène à l'hôpital de Philadelphie pour l'autopsie, qui ensuite va la Ok. rechercher. Euh, donc oui, le départ a été compliqué de partir de l'hôpital pour moi. Euh, on a eu une vision complètement différente à la base avec Pat, c'est-à-dire que lui il voulait partir, il voulait plus voir ça, il voulait juste rentrer chez lui. Moi je savais bah, d'une ce qui m'attendait à la maison et de deux ce que je laissais là tout de suite, Oui. c'est-à-dire mon expérience de naissance, l'équipe médicale et puis bien entendu ma fille
que j'ai l'impression d'abandonner, quoi. Euh, c'est juste impensable pour une maman de laisser son enfant qui vient de naître et de partir et de rentrer chez lui. Donc je mets à la place des mamans qui ont des naissances prématurées ou des choses comme ça, qui doivent laisser leurs enfants des journées entières ou des nuits entières sans eux. C'est hyper dur. Sauf qu'effectivement, moi, en plus de ça, je pourrais jamais l'avoir par la suite. Ouais. Mais c'est ça, je me dis, c'est quand même déjà dans une naissance lambda de retourner à la maison avec ton enfant, tu te dis, waouh, je quitte cet endroit où je retourne à la réalité de la vie. Et là, enfin, oui, partir en laissant ton enfant, enfin, ça doit être assez particulier quand même. Ouais, c'est particulier d'être dans une chaise roulante, de prendre l'ascenseur et de sortir de l'hôpital avec une boîte sur tes genoux, avec pas tout le monde enfin, on est parti très tôt aussi pour éviter le monde. Et oui, effectivement, sortir et voir le monde, revoir le monde autour qui continue à partir du moment où on passe la porte de la chambre, quoi. Donc ouais, ça a été compliqué, le retour dans la voiture compliqué, l'arrivée à la maison, heureusement, donc ses sœurs avaient nettoyé la maison et du coup je me suis allongée sur le canapé et j'ai dormi. Ouais. Voilà pour cette première partie d'épisode. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai pris le parti de tronquer cet épisode en 2 pour le garder le plus essentiel possible. Je trouvais que chaque point était vraiment important et ne pouvait pas être coupé au montage. Donc écoutez, j'espère que je vous retrouve dans 1 minute, le temps de la outro et de l'intro. Merci et à tout de suite.